Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au cabinet? Plein de choses, comme d'habitude. Parmi toutes ces choses, j'ai décidé cette semaine de vous parler, on va dire, du thème de l'efficacité. En psychologie, vous allez voir, en fait, moi je reviens très souvent sur ce thème. Ce qui m'a surpris, c'est que ce thème de l'efficacité, j'ai trouvé qu'il était traité de façon beaucoup trop périphérique, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire pas assez central. Il y a plein d'autres thèmes qui vont nous venir à l'esprit quand on parle de psychologie. Je sais pas, il va y avoir empathie, compréhension, écoute, accueil, mais efficacité, beaucoup moins. Franchement, quand je repense à mes études universitaires, j'ai passé presque 7 ans à étudier la psychologie dans 3 universités différentes. Franchement, j'ai pas vraiment souvenir que le thème de l'efficacité ait été discuté, que ça ait fait l'objet d'un cours. Voilà, tout simplement, il y a des approches, il y a des théories. Moi, en débarquant dans le monde de la psychologie, sur le tard, pour rappel, pour les personnes qui me suivent, j'ai fait une reconversion professionnelle et je me suis du coup inscrit à l'université à l'âge de 38 ans. Donc j'avais déjà toute une expérience professionnelle avant ça. Et puis voilà, dans le monde professionnel, le thème de l'efficacité, quand même dans la vaste majorité des métiers, c'est quand même quelque chose, à un moment donné, on vous demande ce que vous délivrez, quoi. En termes de services, de produits, est-ce que le client est satisfait? Et puis du coup, en psycho, j'étais là, ah ouais, ok, d'accord. Donc en gros, on travaille, on fait nos approches, on fait notre petit business, mais après, comment est-ce qu'on fait pour évaluer si on est bon ou si on n'est pas bon? Parce que c'est quand même dans tous les métiers, il y a toujours la possibilité de s'améliorer, puis pour s'améliorer, faut qu'on puisse déjà être capable de faire son autocritique et puis de voir là où on n'est pas bon. Et franchement, j'ai été super surpris, je le redis, en psycho, et notamment sur le terrain après, quand j'ai fait des stages, de voir qu'on discutait pas de ça. Et j'ai même trouvé en fait que c'était pire que ça. C'est que même quand un professionnel n'était pas bon, en fait, on arrivait à mettre sur le dos du patient le fait que la thérapie, elle traînait et qu'elle s'enlisait, en fait. Et ça, j'ai trouvé assez fascinant. Il y a même des théories en psycho qui peuvent le justifier. D'ailleurs, si c'était pas justifié, ça serait pas toléré que quelqu'un puisse rester 3 ans, 4 ans, 5 ans en psychothérapie. On ne le tolérerait pas. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des années de psychothérapie, puis vous avez des assurances qui vont payer. Ça montre bien qu'à un moment donné, c'est un système qui est toléré, et puis on ne questionne pas en fait l'efficacité du thérapeute. On va pas se dire, mais est-ce que peut-être si la personne là, ça fait 8 mois qu'elle est chez vous pour un burn-out, franchement, est-ce que vous êtes bon, quoi, voilà. Et le simple fait de parler de ça, ça peut vraiment, ça crée des tensions, quoi, chez les psys. Moi, je sais que les quelques fois où j'ai abordé ce sujet sur les réseaux sociaux, j'ai dû supprimer des commentaires, j'en suis venu à devoir vraiment bannir des gens parce que, ils exprimaient vraiment une colère invraisemblable à mon encontre parce que j'osais en fait aborder ce thème, quoi. C'est juste un truc délirant. J'ai même des professionnels, des psys, qui publiquement sur LinkedIn, donc c'est quand même une plateforme professionnelle, qui m'écrivaient mais qu'est-ce que vous venez à parler d'efficacité? Qu'est-ce que c'est que ce truc d'efficacité, efficacité? J'étais là, ok, bon, au moins c'est clair, quoi. Mais maintenant, est-ce que c'est clair pour les patients? Est-ce que c'est clair pour le public? Je crois pas que ça soit clair. Et c'est le but de cette vidéo, en fait, de peut-être crever l'abcès et de faire en sorte qu'on discute de ces choses-là, à la fois pour les psychologues et aussi pour le public. Donc, cette semaine, en fait, j'avais un rendez-vous, première séance, avec une dame qui a pris rendez-vous au cabinet, parce qu'elle avait en fait une phobie de la conduite sur autoroute. Depuis 2 ans, en fait. Ça lui est tombé dessus, elle n'arrive pas à l'expliquer. Et puis tout d'un coup, en fait, elle a commencé à flipper quand elle était sur l'autoroute, à tel point que, elle a arrêté de prendre l'autoroute. Et quand elle avait des trajets où elle était, on va dire, obligée de prendre l'autoroute, par exemple pour aller voir sa famille en France ou des choses comme ça, elle disait que c'était insupportable, quoi. Vraiment, elle sortait de l'autoroute. Ses trajets duraient un temps beaucoup plus long, en fait, parce qu'elle prenait des chemins hors autoroute. Et puis les petits bouts qu'elle faisait sur l'autoroute, elle était en sueur, elle était pas bien, elle faisait plein de pauses. C'était vraiment une catastrophe. Et puis ça lui pourrissait la vie, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, qui aime voyager, bouger, etc. Puis du coup, ça lui a pourri vraiment la vie pendant 2 ans. Bref, je la vois en séance, donc numéro 1. Je savais pourquoi elle venait, parce que j'avais fait une analyse de la demande avant qu'elle prenne rendez-vous. Je l'écoute 5 minutes pour voir si c'était toujours cette problématique-là pour laquelle elle venait. Et puis elle confirme qu'effectivement, oui, c'est ça, l'autoroute. Ok. Et puis, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Et ça, en fait, c'est hyper important. En fait, c'est hyper important de demander aux gens ce qu'ils veulent. Parce que
quand on est psy, on pourrait en fait simplement écouter le problème, la situation dans laquelle se trouve une personne, et puis ensuite en fait discuter du problème sans même demander à la personne mais en fait vous voulez quoi? Le problème en fait si on écoute simplement la situation d'une personne, ben je peux moi projeter ce que j'aimerais pour cette personne, mais c'est pas comme ça que je travaille. Je fais vraiment une analyse de la demande et après je demande clairement à la personne, et ça c'est vraiment un gros moment de la séance numéro 1, c'est en fait qu'est-ce que tu veux? Je demande systématiquement à mes patients, clients, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que tu m'as raconté ton problème, tu m'as raconté la difficulté dans laquelle tu te trouves, hein. Tu m'as raconté par exemple, ça peut être ta dépression, ton burn-out, ta dépendance affective, tes anxiétés face à l'avenir. Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Et ça c'est extrêmement important. Parce que je me positionne en fait pas comme quelqu'un qui va estimer ce dont la personne a besoin, mais je vais vraiment être très attentif à ce que la personne veut et aider la personne aussi à clarifier ce qu'elle veut. Ça, c'est très important parce que aussi, beaucoup de personnes viennent chez un psy en racontant leurs problèmes, puis simplement en racontant leurs problèmes. Vraiment comme si, vraiment ce qui était indispensable, c'était de se déverser en fait. Le problème, c'est que oui, il y a un moment donné où c'est important de venir raconter ce qu'on a à dire, de venir partager sa souffrance, ses peurs, ok, peu importe. Mais il y a un moment donné en fait où, ok, ça c'est la situation. Maintenant, tu veux quoi en fait? C'est un peu comme un itinéraire, comme un voyage. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire où tu en es, ta position actuelle, hein, comme quand on ouvre un Google Maps, quoi, un GPS, c'est ta position actuelle. Et je ne vais pas passer 42 séances à discuter avec la personne de où est-ce qu'elle en est en fait. À un moment donné, je vais dire, ok, mais tu veux quoi? C'est-à-dire en fait, à nouveau, hein, si on reprend un Google Maps, tu veux aller où? Quelle est ta destination? Et là, ce qu'on se rend compte quand on fait une analyse comme ça précise de qu'est-ce que les gens veulent, ben, à ce stade-là, en fait, on réalise déjà où il y a le gros problème. C'est que beaucoup de personnes, mais j'ai envie de dire la vaste majorité des personnes, ne sait pas en fait clairement ce qu'elle veut. Et vraiment la vaste majorité des personnes. C'est-à-dire qu'on en est à un tel point où, quand je dis à quelqu'un, ok, dis-moi spécifiquement qu'est-ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu as comme attente précise vis-à-vis de moi? Je suis surpris quand quelqu'un en fait arrive à me répondre rapidement ce qu'il veut. Si vous voulez, les gens ils sont hyper bons à dire ce qu'ils veulent pas. Mais ce qu'on veut pas, en fait, ça nous permet pas de réaliser un objectif. C'est-à-dire que si maintenant je vous dis, ok, je suis dans mon cabinet au Mont-sur-Lausanne, et puis je ne veux pas aller à la gare de Lausanne. Ok, super. Voilà, on se met en marche vers où? On n'en sait rien en fait. Et beaucoup de personnes en fait, elles vont dire la liste des choses dont elles en ont marre, la liste des choses qu'elles ne veulent plus. Et ça en fait, tout le monde est très bon à ça. C'est l'esprit critique, c'est le biais de négativité. Donc on est super bon à faire la liste des choses qu'on veut pas, des choses qui nous font chier. Voilà, ok, super, très bien. Mais à nouveau, si moi je dis « Ah, j'en ai marre, je veux pas aller à la gare de Lausanne », ok, super, mais en fait tu veux aller où? Si l'objectif il est négatif, en tant que psy, je dois aider les gens à le formuler de façon positive. Ok, tu veux pas aller à la gare de Lausanne, mais alors tu veux aller où? Et là en fait, le deuxième problème qui se pose, c'est que les gens sont beaucoup trop vagues. C'est-à-dire que c'est des destinations qui sont beaucoup trop générales en fait. Hein. C'est comme si je dis je veux aller en direction du lac. Bon, c'est déjà mieux que je veux pas aller à la gare de Lausanne, mais ça reste trop vague, c'est trop flou, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une difficulté, on part par où? À droite, à gauche. Donc en fait, une grande étape importante de mon travail, c'est d'aider les gens à clarifier ce qu'ils veulent, vraiment de façon spécifique. Et là, pour beaucoup de personnes, vous avez certainement fait des cours où vous avez appris ce que c'était que les objectifs SMART. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que bien souvent dans l'accompagnement psychologique, quand quelqu'un vient, on a un petit peu ce biais qui vient de l'histoire de la psychologie où on doit être doux, accueillant, agréable, empathique, compassionnel. Oui, ok, très bien, mais ma compassion, ma sensibilité, mon empathie fait qu'à un moment donné, je vais peut-être devoir secouer la personne pour lui dire « Oh, si tu vas passer en fait séance après séance à te plaindre et à te lamenter, tu vas pas clarifier en fait ce que tu veux réellement. Donc pour ton bien, je vais te secouer un petit peu. » Ok, du coup cette personne, je lui dis mais en fait tu veux quoi? Parce qu'elle me dit qu'elle veut pas conduire sur l'autoroute, enfin qu'elle peut pas conduire sur l'autoroute. Donc moi je projette une attente qui est, ce qu'elle veut c'est conduire sur l'autoroute, mais j'en sais rien, elle ne me l'a pas dit encore de façon claire et spécifique. Peut-être qu'elle a envie qu'on en parle, peut-être qu'elle a envie d'aller fouiller et investiguer la raison pour laquelle psychologiquement elle a développé cette phobie. Si elle me disait ça, je lui aurais dit je suis pas la bonne personne pour toi. Et ça c'est important en fait. On reviendra certainement là-dessus, que ce soit sur cette vidéo ou sur d'autres, mais c'est extrêmement important quand on est un psychologue de faire cette analyse de la demande et de se positionner. Est-ce que je suis la bonne personne par rapport à ce que la personne veut? Et bien souvent, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que je suis très présent sur les réseaux sociaux? Une des raisons, c'est ça. C'est-à-dire que les gens voient là où je suis bon, que les gens voient comment je travaille, que les gens voient quel est mon mindset, que les gens voient quelle est ma façon de vivre la psychologie.
Et du coup, qu'on évite de perdre du temps à voir des gens qui viennent avec des demandes qui ne correspondent pas du tout à une façon que j'ai de travailler, qui ne correspond pas du tout à ce que j'aime, qui ne correspond pas à là où je suis bon, enfin voilà. Et donc, il y a une grosse analyse de la demande qui est faite en amont. J'ai une assistante qui gère toutes les demandes en fait que les gens font, c'est-à-dire que si vous écrivez un email pour prendre rendez-vous, si vous lancez un coup de fil, etc., vous n'aurez pas un rendez-vous parce que vous voulez un rendez-vous. Vous allez d'abord passer en fait par un filtre qui est cette analyse de la demande, et puis vous pouvez vous entendre dire par mon assistante, on ne va pas vous donner rendez-vous parce que par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vos besoins, par rapport à votre demande, en fait Patrick n'est pas la bonne personne. Donc c'est extrêmement important de clarifier ça. Donc moi, en lui ayant donné rendez-vous, je savais que ce qu'elle voulait, c'était se débarrasser de sa phobie et puis d'être capable de conduire sur l'autoroute, mais je voulais que le deal soit fait, quoi, qu'on se dise, ok, on est en train les deux de bosser ensemble pour ça, quoi, genre, deal, on se serre la main, puis on va bosser là-dessus. Et donc à un moment donné, elle me dit, ouais, ok, mais c'est ça ce que je veux, en fait, ce que je veux, c'est, je veux être capable de conduire sur l'autoroute avec sérénité, comme j'ai été capable de le faire tout au long de ma vie, avant que j'ai cette phobie qui me tombe dessus. Ok, deal. J'ai passé à peu près 15-20 minutes, en fait, à lui donner un petit cours, une petite introduction de neuropsychologie, système nerveux, conditionnement, comment est-ce qu'on fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle a déclenché sa phobie, qu'il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit en fait, il n'y a pas d'utilité à essayer d'aller fouiller, d'aller comprendre. Je donne souvent l'exemple aux gens des chiens de Pavlov, le conditionnement classique, la cloche sonne, les chiens salivent, il n'y a pas de relation entre le son d'une cloche et puis la salivation des chiens, simplement il y a eu un conditionnement. Les chiens de Pavlov, ils n'avaient pas besoin de faire 28 séances de psychothérapie pour comprendre pourquoi ils salivaient. Non, en fait, c'était juste un conditionnement dans le système nerveux. Il n'y a rien à comprendre. Il faut simplement, en fait, créer une extinction, reprogrammer le système nerveux différemment pour qu'on fonctionne correctement et qu'on ne soit pas dans un dysfonctionnement. Donc, bref, je lui explique ça, 15-20 minutes, pas plus. Après, je lui dis, allez, go, on va sur l'autoroute. Et elle me dit, mais comme toutes les personnes à qui je dis, allez, on y va, parce que c'est comme ça que je travaille. Pour les phobies, c'est vraiment comme ça que je travaille, c'est en confrontation, vraiment, directe, immédiate. On va sur le terrain des peurs, et puis on regarde ce qui se passe. Et du coup, je lui dis, voilà, go, on y va, on va sur l'autoroute. Ah, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident? Je suis responsable de toi. Bon, on y va. On s'engage sur l'autoroute. Alors évidemment, dès qu'elle rentre sur l'autoroute, elle a son activation classique. Elle est dans son rôle de « Ah bah oui, je dois avoir peur. Bah oui, normal, je dois avoir peur. » Elle s'est tellement conditionnée, donc elle rentre sur l'autoroute, puis... Et puis je commence à lui parler d'autres choses. Je lui parle des montagnes, parce qu'elle aime la montagne. Enfin voilà. Et puis, bref, je vous la fais courte. Au bout de 5 minutes, elle est là, elle roule, elle dit « Ah non mais ça va, je me sens bien. » Elle dit peut-être une petite tension. Du coup, je lui donne un petit truc mental qu'elle doit pratiquer, elle le fait, puis elle se marre, et puis on met de la musique, et puis ça se passe super bien. Donc, séance numéro 1, 20 minutes dans le cabinet, l'heure est sur l'autoroute, ça se passe super bien. Et puis après, le soir, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle reconduise en fait seule, pour qu'elle puisse confirmer qu'elle était capable de le faire. Et puis elle l'a fait, et puis ensuite elle m'a écrit, elle m'a dit ça se passe super bien, je suis capable de conduire, merci beaucoup, tu m'as redonné ma liberté. C'est pas moi qui lui ai redonné sa liberté, c'est elle qui était capable de le faire. Mais enfin, pour vous dire à quel point les bénéfices, ce que les gens récoltent quand ils peuvent vaincre leur phobie, peuvent vaincre leur peur, enfin c'est extraordinaire. C'est des moments qui sont absolument fabuleux, quoi, succulents pour moi en tant que psy, en tant que professionnel, quand je peux accompagner quelqu'un et puis qu'ensuite je reçois des feedbacks, genre tu m'as redonné ma liberté ou des mots comme ma vie a changé, tu as changé ma vie, enfin c'est... Comment est-ce qu'on peut faire ce job et ne pas avoir des feedbacks comme ça? Voilà. Après, je sais qu'on n'a pas tous la même hiérarchie de priorité et que dans ma hiérarchie de priorité et de valeur, effectivement, l'efficacité, c'est extrêmement haut. Donc évidemment, quand je reçois des feedbacks comme ça, ça vient nourrir en fait ce besoin d'être efficace. Et donc je suis aux anges, quoi. Je suis vraiment ravi, je me sens... Il y a des feedbacks qui me font monter les larmes aux yeux, je vous le dis très très sérieusement. Il y a des feedbacks, quand des gens me disent « t'as changé ma vie », franchement, les larmes aux yeux, quoi. C'est magnifique, des moments comme ça. Donc en fait, par ce partage, moi ce que j'ai envie de vous laisser, c'est en fait de vous encourager à croire en fait que le changement est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu généralement l'entendre dire. En fait, la psychologie est responsable, une certaine façon de faire de la psychologie, en tout cas, est responsable d'avoir diffusé au sein de la population une espèce de croyance limitante. C'est pas une espèce, c'est une croyance limitante, qu'en fait, il faut du temps pour changer. Alors, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et ça, en fait,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment la base du travail en psychologie, c'est quasiment la base vraiment de raisonnement des gens, c'est j'ai un problème, donc je vais devoir aller chez le psy, rentrer dans un long processus. Je veux dire, c'est pas vrai. Moi, je vais vous donner un ordre d'idées. Alors, à nouveau, je trie les gens. Je ne prends pas n'importe qui. Et je ne suis pas bon pour toutes les situations. Et il y a des situations qui vont nécessiter peut-être 200 séances de psychothérapie. Ok, c'est possible. Hein. Mais pas tout le monde n'a besoin de ça. Moi, le nombre moyen de séances, c'est autour de 6. C'est à peu près le nombre moyen de séances, toutes situations confondues. J'ai des situations avec des personnes qui ont fait des années de psychothérapie, qui n'étaient pas satisfaites. Là encore dernièrement, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit 5 ans de psychothérapie, tout autant d'antidépresseurs, et puis toujours au point zéro, au point de départ. Si on reprend l'image de mon Google Maps, super quoi. La personne, elle a visiblement passé 5 ans, je ne l'ai pas encore reçu cette personne, mais c'est son message, visiblement elle a passé 5 ans à discuter avec un psy du point de départ. Voilà. Et ils n'ont pas discuté de la destination, des différents itinéraires possibles, de comment est-ce qu'on se met en marche, de comment est-ce qu'on soutient ce dynamisme durant le trajet, comment est-ce qu'on gère nos hauts et nos bas, comment est-ce qu'on gère nos états émotionnels, enfin, voilà. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai eu une jeune fille, 6 mois d'arrêt de travail pour un burn-out. J'ai fait une séance avec elle. Une séance. La deuxième séance, elle s'était déjà ragaillardie, elle avait déjà repris du poil de la bête, et puis on repartait. Je veux dire, ça faisait 6 mois qu'elle était en psychothérapie, en arrêt de travail, on fait une séance. Alors après, vous pourrez me dire, ah ouais, mais peut-être qu'elle a été boostée, puis ensuite il y a de nouveau une dégringolade. Ben non, pas de bol pour celui qui aimerait m'avancer cette contradiction, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard dans un magasin 2 ans après. Mais ça se produit, et ça peut se produire, et ça doit se produire. Abraham Maslow, dans ce livre, c'est pour ça que je l'avais préparé ici, raconte en fait qu'il a vu des changements comme ça, majeurs dans la vie des gens en une séance. Voilà. Alors, Abraham Maslow, malheureusement, il est trop connu pour la pseudo-pyramide de Maslow. Je dis pseudo-pyramide parce que Abraham Maslow n'a jamais parlé de pyramide. Et c'est dommage de réduire Maslow à cette pseudo-pyramide parce que Maslow, c'est un auteur extraordinaire. Donc, c'est pas une question de psychologie même moderne ou d'inspiration, du coaching à l'américaine. Non, enfin, on parle d'Abraham Maslow, quoi. Enfin, genre... Et il y a plein d'autres psychologues qui ont vécu ça à la même époque que Maslow, Albert Ellis notamment, avec des bouleversements sur une seule séance. Donc cette personne, en fait, dont j'étais en train de vous parler, burn-out, arrêt de travail depuis 6 mois, elle fait une séance, boum, elle se rétablit. Je l'ai croisée, et puis elle était en pleine forme, quoi. Elle était super lumineuse, c'est elle-même qui m'a interpellé. Hey, bonjour, vous vous rappelez de moi? Et puis c'était génial, en fait, de la voir comme ça, quoi. Donc, je veux démonter ici, parce qu'il y a un peu une critique qui dit « Ah ouais, mais bon, les interventions brèves, est-ce qu'elles sont vraiment durables dans le temps ?» Mais oui, il y a de la donnée, en fait. Et puis, il y a aussi de la donnée qui montre qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans de psychothérapie, ils arrêtent, et puis ils recommencent après, ils refont 5 ans. Donc, c'est pas une question de les thérapies longues sont meilleures que les thérapies courtes, ou les courtes sont meilleures que les longues. C'est simplement de quoi la personne a besoin à ce moment-là, en fait. De quoi la personne... Et quel est l'état de préparation de la personne, en fait? Quelle est sa disposition du moment? Il y a des gens, en fait, qui me suivent et puis qui ont envie de bénéficier de ces changements rapides, mais en fait, je sens que leur disposition est pas prête, en fait, qu'ils sont pas dans une saison de récolte. Ils sont plutôt dans une saison un peu plus hivernale, où on se pose un petit peu. Et c'est important de le dire. Je suis pas en train de dire ici qu'il y a que les psys qui travaillent en thérapie brève, les psys ou les coachs, qui travaillent en thérapie brève, qui sont les meilleurs et qu'il faut solliciter que ça. C'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Il y a des gens vraiment qui ont besoin de prendre du temps. Il y a des moments de vie, moi il y a des situations que je refuse de personnes qui me connaissent parce qu'ils veulent un changement rapide et je leur dis non, je suis désolé, c'est pas le moment de vouloir un changement rapide. J'ai dû faire un travail une fois avec une mère qui est rentrée chez elle et qui a trouvé son fils pendu. Vous pensez bien que je vais pas lui dire allez maintenant on y va, on fait une séance et non, en fait c'est un travail de longue haleine et à cette personne je dis je suis pas la bonne personne pour toi en fait parce que mon coaching s'adresse à d'autres personnes, à des personnes qui sont dans une autre saison, dans une autre phase de vie. En fait, ce message pour vous dire, si vous êtes juste du public, tout venant, arrêtez de croire en fait que forcément il vous faut du temps et que ça sera mieux si vous faites cette psychologie des profondeurs où vous allez fouiller le pourquoi du comment. C'est pas vrai en fait et c'est soutenu par rien du tout. Donc voilà, je sais pas, peut-être que ceux qui pratiquent ça vont vous le vendre de cette façon-là et qu'il faut vraiment à tout prix fouiller le fond parce qu'autrement ça va ressortir plus tard. C'est des théories en fait. Bon.
Mais si maintenant ce que vous voulez, c'est un résultat rapide, si par exemple vous dites « Ah tiens, j'ai eu un coup dur au travail, je suis en burn-out », il faut être sérieux. Si vous avez fonctionné correctement durant toute votre vie, puis qu'il y a tout d'un coup un épisode de vie qui est difficile, qui est douloureux, et vous sombrez dans une déprime, dans une dépression, dans un burn-out, il faut être sérieux. Il ne vous faut pas 3 ans de psychothérapie. Vous avez fonctionné correctement, il y a eu un coup dur, ça arrive en fait. Ça arrive de se prendre des coups durs de l'existence. Voilà, on a simplement besoin d'être bien conseillé, de se rétablir, et puis on repart. Vous voyez, ça me chauffe. Ça me chauffe parce que j'ai connu ça aussi personnellement. J'ai connu ça personnellement dans ma propre vie où j'ai rencontré une période de vie qui était super difficile et puis je me suis retrouvé chez un psy il y a bien longtemps, en fait, à me taper 3-4 ans de psychothérapie. J'ai retrouvé le nombre de séances que j'ai fait. Il y avait plus de 300 séances en fait. Et puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Un jour, quand moi-même j'ai commencé à étudier la psycho, je me suis rendu compte en fait que je pouvais m'en sortir en fait par moi-même. En fait, ce que je me suis dit, c'est en étudiant la psycho, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des psys qui étaient en train de parler comme je suis en train de vous parler maintenant. Et du coup, ça m'a interpellé. Puis je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de me taper 300 séances de psychothérapie alors que visiblement, je peux m'en sortir en quelques séances. Et du coup, j'ai changé ma façon de réfléchir. J'ai arrêté d'aller voir ce psychiatre. Et puis, je me suis auto-coaché moi-même. J'ai commencé à bouffer à fond du contenu de développement personnel, de coaching, surtout du coaching. C'est dommage, c'est triste à devoir dire qu'en fait, c'est du côté des coachs que j'ai trouvé en fait vraiment mon salut et que c'est ce qui m'a permis vraiment de trouver cette force de caractère, cette force mentale. Parce que la psychologie m'embourbait, m'enlisait, c'est catastrophique en fait. Et j'aimerais vraiment, par cette vidéo, faire en sorte de rendre public en fait, ces choses qui se passent des fois un peu en cachette. Je le redis, faire 3 ans, 4 ans ou 5 ans de psychothérapie, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend de la situation. Est-ce qu'il faut apporter la voiture chez le carrossier ou chez le mécanicien? Ça dépend de la situation. Voilà. Et non seulement ça, mais des approches, il faut savoir aussi que des approches en psycho, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. C'est vrai que généralement, en Suisse, puis un peu généralement, ce que j'entends en Europe, il y a un peu 3 grandes approches. On entend souvent parler d'approches psychodynamiques, psychanalytiques. On entend parler d'approches systémiques. On entend parler d'approches TCC, thérapie cognitivo-comportementale. En gros, ça, c'est les gros, en Suisse en tout cas, c'est les gros mammouths en fait de la thérapie. C'est ces 3 approches. Mais réellement, il y en a des centaines. J'ai lu un article récemment qui référençait 400 approches différentes en coaching, en psycho, etc. Enfin, c'est énorme en fait. Donc on n'a pas tous les mêmes outils. Et c'est ça où le public aussi est un peu confondu en fait. C'est qu'on s'appelle psy, mais en fait on peut avoir des méthodes et des outils complètement différents. Donc si vous êtes un public tout venant, allez enquêter quoi. Allez enquêter pour un petit peu savoir, mais le professionnel que vous contactez, c'est pas juste parce qu'il s'appelle psy puis qu'il est à côté de chez vous que c'est vers celui-là qu'il faut aller en fait. Donc prenez le temps de discuter. Si vous avez besoin de temps, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute, vous avez besoin de vider votre sac, dites-le au téléphone, expliquez de quoi vous avez besoin et demandez-lui est-ce que vous êtes la bonne personne en fait par rapport à cette demande que je suis en train de vous faire. Mais si vous avez besoin vraiment de quelque chose, d'un coaching un peu plus musclé, d'avoir des conseils, ou si ça, il y a des gens qui me disent, ils ont besoin d'avoir des conseils, des clés, des outils. Et puis, c'est pas un truc qui est très populaire en psycho en fait. En général, de donner des clés, des conseils, des outils dans certaines approches, oui, mais pas dans toutes en fait. Et donc, il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils vont chez un psy, ils espèrent avoir plein de techniques, etc. Et puis, en face, il y a simplement... Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Et à nouveau, ce que je suis en train de faire là, ça peut être utile et bon à un moment donné, mais quelqu'un qui a besoin en fait qu'on lui donne des trucs, des astuces, il y a des gens à qui il faut dire stop. Il y a des gens à qui je dis stop, ce que tu penses là, c'est de la merde. Et si tu continues à penser comme ça, tu sais ce qui va se passer? Tu vas reproduire en fait les mêmes années que tu as vécues jusqu'à maintenant. Les années dont tu te plains, tu les as vécues à cause de ta façon de penser. Donc si tu veux continuer à penser comme ça, tu vas revivre la même chose en fait. Si tu sèmes la même chose, tu vas récolter la même chose. Et il y a des gens à qui il faut dire stop. Ta façon de penser, c'est de la merde. C'est ce qui s'est passé avec cette fille, avec qui je vous ai dit qu'elle avait fait 6 mois d'arrêt de travail pour son burn-out. Durant la séance numéro 1, à un moment donné, la phrase choc que je lui ai dit, c'est « Excuse-moi, mais j'ai juste envie de savoir, tu vas chialer encore longtemps ?» Quand je dis ça, en fait, c'est vrai que ça choque mes interlocuteurs. Mais regardez le résultat, en fait. Regardez le résultat. En séance numéro 2, quand elle arrive, elle me dit « Cette question-là, en fait, ça m'a choqué sur le moment. » Elle m'a dit « Je dis « Comment un psy peut dire ça ?» Elle m'a dit « Et ensuite, en fait, j'ai tout de suite compris que cette question, elle était fondamentale. Parce qu'effectivement, j'aurais pu passer encore 6 mois à chialer. » Et là, on était en séance numéro 2. Et ensuite, en fait, elle s'est complètement rétablie. Elle a pris conscience qu'elle était rentrée dans une dynamique, en fait, de victimisation, de pleurniche. C'est bon.
C'est bon, réellement, elle avait vécu quelque chose de désagréable au travail. C'est bon, on passe à autre chose. Elle avait les ressources qu'il fallait, elle avait la personnalité qu'il fallait. Je savais qu'elle avait déjà fait 6 mois de psychothérapie, donc elle avait été entendue. C'est bon, fallait qu'on passe à autre chose. Ok? Donc, il faut vraiment pouvoir clarifier ça auprès du professionnel que vous contactez pour voir vraiment si ce que vous voulez, il peut vous le donner. Et puis, si vous êtes des psys, si vous êtes des thérapeutes, franchement, ouvrez votre curiosité, quoi, vraiment. Cultivez vraiment cette curiosité. Apprenez d'autres méthodes, d'autres approches. Vraiment, faites-le. Si vous avez envie d'accompagner les gens de façon un peu plus dynamique, moi, ça m'arrive d'avoir des psychothérapeutes qui viennent me voir en me disant qu'ils aimeraient quelques outils, quelques techniques, parce que c'est vrai que leur façon de faire, c'est un petit peu plan-plan, ils aimeraient parfois quelque chose d'un peu plus musclé, mais ils ne l'ont pas appris, et du coup, voilà, donc renseignez-vous. J'ai donné pendant quelques années, je donnais des cours à Paris, je continue à le faire, mais je vais terminer, où j'avais comme public, en fait, des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres, et quand je leur disais, en fait, comment je travaillais, et que je leur disais certaines de mes techniques un petit peu musclées, vous savez, il y a une approche qui s'appelle l'approche provocatrice. Renseignez-vous sur ce que c'est. C'est une approche où, justement, on va pouvoir dire à quelqu'un des phrases aussi choquantes que « Excuse-moi, mais tu vas chialer encore longtemps », c'est une méthode, c'est une façon de travailler. Alors, il faut la maîtriser, bien évidemment, il ne suffit pas juste de dire cette phrase. Mais quand je dis ça aux psys, année après année, je vois qu'ils me regardent tous comme ça. Ils sont super surpris, ils se marrent parce qu'ils s'imaginent eux être en train de le dire à quelqu'un, puis ils se disent « Oh, mais je pourrais jamais dire ça à quelqu'un ». Voilà, cette fille, quand elle voulait pas aller conduire, cette semaine, elle me dit « Oh, mais j'ai peur, qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident ?» Je lui dis « Mais en fait, en gros, ce que j'avais envie de lui dire, c'est en fait ta gueule. Parce que à force de t'écouter penser, tu es en train de renforcer tes croyances limitantes. Et parfois, et ça c'est une technique en PNL, programmation neurolinguistique, de se dire ta gueule, donc d'utiliser aussi un mot vulgaire, ça casse en fait les schémas mentaux, ça casse nos patterns, de se dire mais ta gueule, c'est une technique en PNL. Alors elle, je ne lui ai pas dit, mais c'est des outils que je donne à des gens, de se dire à un moment donné, quand tu as certaines pensées, dis-toi juste ta gueule en fait, et tu les remplaces par des pensées qui sont plus fonctionnelles, plus fortifiantes. Voilà, donc si vous êtes des professionnels de l'accompagnement, des psys, des coachs, continuez vraiment à vous renseigner, étirez vraiment cet horizon de vos connaissances, de votre curiosité, parce qu'il y a aujourd'hui un public qui a faim d'avoir des coachs, des psys qui sont efficaces. Et par efficace, ça veut dire je viens avec un problème et je veux maintenant qu'on s'en sorte. Vraiment, je veux maintenant m'en sortir. Je veux trouver des solutions. Maintenant, j'ai pas envie de faire 44 séances, reparler du passé, discuter de ce qui s'est passé avec papa, maman. Non, on peut le faire. Et c'est bon dans le sens qu'il n'y a pas forcément besoin de discuter du passé pour trouver des solutions. Et je terminerai là-dessus. Renseignez-vous par exemple sur une approche qui s'appelle Solution Focused Brief Therapy. Et c'est une approche qui est révolutionnaire. Moi, elle m'a choqué vraiment quand je l'ai apprise. Je suis diplômé en Solution Focus. Ça m'a choqué parce que j'étais déjà en train d'étudier la psychologie à l'université et je découvre cette approche où en gros dans cette approche on nous dit on n'a pas besoin de connaître le problème. En fait, on s'en fout complètement du problème. On va construire des solutions simplement sur la base de ce que la personne veut, désire en fait. Et quand j'ai débarqué dans cette formation, je me disais mais c'est pas possible en fait. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions si on ne discute pas du problème? Renseignez-vous sur ce que c'est Solution Focus, c'est un truc complètement dingue, c'est délirant. Qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Des résultats de dingue. Il y a des centres, il y a un centre à Londres qui s'appelle Brief, où ils ne travaillent que en Solution Focus. Ils traitent des cas de schizophrénie, de dépendance, dépression sévère, toutes les psychopathologies en fait. Les plus classiques, ils les traitent en Solution Focus et leurs résultats sont absolument incroyables. Et dans ma propre vie, c'est durant cette formation de coaching en Solution Focus où on a arrêté de discuter de mon passé, des problèmes, en fait, où on s'est simplement mis sur le terrain des solutions, où j'ai vu ma vie progresser à une vitesse inouïe. Et du coup, ça m'a convaincu plus que tout parce que je l'ai vécu. Donc voilà, j'espère que cette capsule vidéo a été bénéfique pour vous, que ça peut vous apporter quelque chose, de l'espoir, une façon de voir la psychologie différemment. Si vous êtes un professionnel de la psychologie, j'espère avoir pu vous encourager. Si vous avez besoin d'avoir des techniques qui sont plus efficaces, si vous trouvez parfois que vous êtes plus stimulé par votre job parce que vous passez votre temps à être assis sur un fauteuil, à écouter des gens parler, et que vous aimeriez bien avoir quelque chose d'un peu plus punchy, ça existe. Donc renseignez-vous, étudiez ça et c'est génial parce que, je le redis, je termine là-dessus, il y a tout un public qui a besoin de ça. Il y a plein de gens qui ont vraiment besoin de ça. Ils n'ont pas besoin en fait de s'attarder pendant séance après séance après séance où on est là des mois, voire des années. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas besoin de ça.
Et si on n'a que ça à leur proposer, le problème c'est qu'ils vont être des déçus de la psychologie et ils vont croire que c'est eux qui ont un problème parce qu'ils se demandent pourquoi ça fait tant de mois ou tant d'années qu'ils sont suivis. J'espère que cette vidéo vous a vraiment apporté beaucoup de valeur. En tout cas, c'est toujours la raison pour laquelle je fais ces vidéos. J'ai plein de choses à faire que simplement d'être en train de faire une capsule, mais si je le fais, c'est vraiment pour distribuer de la valeur et faire en sorte que ça contribue à quelque chose de positif. Voilà, bye bye!